À l'aube, un télégramme classifié tombe et tout bascule. Le 12 août 2025, il somme le Burkina Faso de trancher en 48 heures, rembourser une dette extérieure de 5,6 milliards de dollars ou défendre la souveraineté économique tout en réclamant 70% des réserves d'or comme gage immédiat, alors que les sites miniers passent sous surveillance et que les conseillers s'opposent. Que restera-t-il aux citoyens si Ibrahim Traoré accepte cette ponction ou si le refus déclenche une secousse géopolitique aux effets incertains sur les prix et l'emploi local? Après ce matin-là, rien ne redevient neutre. Ce récit ne cherche pas à juger une décision, mais à en mesurer le prix réel au-delà des slogans et des réactions immédiates. Comprendre comment un choix technique redessine souveraineté, coûts sociaux et marges futures. Derrière l'ultimatum, l'enjeu n'est pas seulement financier. Il touche à la capacité d'un État à décider sans contrainte durable, à arbitrer entre stabilité à court terme et autonomie stratégique. Le lecteur y trouvera les mécanismes précis qui transforment une exigence comptable en levier politique et la manière dont l'or cesse d'être une marchandise pour devenir un seuil de décision. Les enjeux sont asymétriques. Accepter promet un apaisement immédiat des relations financières, mais fige un modèle d'extraction où la valeur s'échappe. Refuser préserve un principe, tout en exposant l'économie à des répliques difficiles à anticiper. Chaque option porte des coûts invisibles pour les ménages, les entreprises locales et les finances publiques. En une phrase, le vertige est de là. En 48 heures, des chiffres qui ne se parlaient jamais se retrouvent face à face. La promesse est simple et exigeante. Éclairer ce dilemme avec des faits, des deltas mesurables et des conséquences concrètes pour que le débat cesse d'être abstrait et devienne lisible. Le petite révélation est immédiat. En 48 heures, 5,6 milliards de dollars de dettes sont mis en balance avec 70% des réserves d'or nationales. Ce rapprochement brutal montre que l'équation n'est pas budgétaire, mais politique. À cet instant précis, Ibrahim Traoré comprend que la demande dépasse largement un simple calendrier de remboursement. Le chiffre de 70% agit comme un test. Il mesure jusqu'où un État accepte de lier sa survie financière à la cession de son principal levier stratégique. L'or, jusque-là inscrit dans des contrats et des tableaux comptables, change de statut. Il devient une frontière. Pour saisir l'ampleur du dilemme, il faut revenir à la mécanique installée depuis des décennies. Le Burkina Faso est un producteur majeur d'or, mais il capte historiquement une part limitée de la valeur créée. Avant l'ultimatum, environ 70% des revenus miniers échappaient au circuit national, redistribués via concessions, fiscalité avantageuse et rapatriement de profits. La dette, elle, s'est accumulée de manière continue, indépendamment des volumes extraits ou des cours mondiaux. Cette architecture crée une dépendance circulaire. Les ressources financent comme partiellement l'État contracte pour combler l'écart, puis les créanciers utilisent cette dépendance comme levier de négociation. Le télégramme du 12 août ne fait qu'accélérer un processus ancien en le rendant visible et compressé dans le temps. Ce qui était diffus devient soudain concentré, lisible, impossible à ignorer. Dans ce contexte, accepter ou refuser n'a rien de symétrique. Accepter offrirait une stabilité financière immédiate, mais figerait un modèle où la richesse stratégique reste externalisée. Refuser préserverait un principe tout en exposant le pays à des représailles économiques difficiles à anticiper. Le pari est déséquilibré et chaque option déplace les coûts plutôt qu'elle ne les supprime. Le point clé se révèle alors clairement. Ce n'est pas l'or qui garantit la dette, c'est la dette qui redéfinit la valeur politique de l'or. Cette bascule place Ibrahim Traoré face à une question que peu de dirigeants affrontent frontalement.
À quel moment une ressource cesse-t-elle d'être négociable pour devenir un socle de souveraineté? Dans la salle de réunion, les chiffres cessent d'être abstraits lorsqu'ils passent par des voies humaines. Autour de la table, les conseillers n'alignent pas des idéologies, mais des temporalités. Un économiste méthodique déroule une option intermédiaire. Céder une part limitée des ressources pour obtenir un allègement immédiat, gagner du temps, éviter la rupture. Son raisonnement est linéaire, rassurant, fondé sur la continuité et la prévisibilité des flux. Face à lui, une jeune juriste ouvre un dossier rarement exploré. Elle évoque la possibilité de réviser certaines clauses minières prévues par le droit mais jamais activées. Le terrain est incertain, juridiquement risqué, mais il introduit une variable nouvelle: la capacité de l'État à reprendre l'initiative sans rompre formellement avec ses partenaires. Ce n'est pas une solution rapide, c'est un pari sur la durée avec des coûts procéduraux et politiques s'assumer. Un troisième conseiller, issu du secteur sécuritaire, déplace la discussion. Il ne parle ni de dette ni de contrat, mais de sites, de routes et de contrôle. Il rappelle que toute décision aura un effet immédiat sur le terrain: rumeurs, mouvements, perceptions. La souveraineté, explique-t-il, commence par la maîtrise physique des lieux stratégiques, avant toute communication publique. Ces trois voies incarnent des impacts précoces souvent négligés. Avant même l'annonce officielle, l'appareil d'État se met en tension. Les administrations testent leur coordination. Les priorités se redéfinissent. La décision commence à produire des effets internes avant d'en produire des externes. L'idée essentielle s'impose alors, sans chiffres ni slogan: la décision façonne l'État avant de façonner l'économie. Ce moment n'est pas encore historique, il est préparatoire, mais il conditionne tout ce qui suivra en révélant les marges réelles et les fragilités opérationnelles. Avant l'ultimatum, la routine dominait. Les sites aurifères fonctionnaient sous les contrats existants. Les flux suivaient leurs canaux habituels et la dette restait une ligne abstraite dans les rapports. Après le télégramme du 12 août, tout s'accélère. L'État bascule en mode crise et chaque heure devient un signal interprété, amplifié, commenté. L'activation commence à l'aube. Un ordre discret circule dans l'appareil sécuritaire: renforcer le contrôle autour des sites miniers stratégiques. Il ne s'agit pas d'une démonstration de force visible, mais d'un verrouillage progressif. Les accès sont filtrés, les déplacements observés, les communications resserrées. La décision politique n'est pas encore annoncée, mais l'administration se prépare à ses conséquences concrètes. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le mot d'ordre est simple: anticiper sans provoquer. À Ouagadougou, les réunions se succèdent. La conseiller réévalue leur position à mesure que les informations remontent du terrain. Les données opérationnelles remplacent les hypothèses. Dans le même temps, l'absence de communication officielle nourrit les interprétations. Les radios locales relaient des rumeurs contradictoires. Certains évoquent une nationalisation imminente. D'autres parlent de sanctions financières en préparation. L'incertitude devient un acteur à part entière, pesant sur chaque décision intermédiaire. Le moment de bascule survient avec la circulation d'une image. Une photographie prise par drone montre une installation aurifère désormais sous contrôle militaire. Aucun communiqué ne l'accompagne, aucun commentaire ne la contextualise. Pourtant, son message est limpide. Elle marque un avant et un après. La crise quitte les cercles fermés et entre dans l'espace public régional. Pour Ibrahim Traoré, le signal est volontairement minimaliste: montrer sans expliquer, affirmer sans déclarer. À cet instant, le rapport de force change de nature. Les partenaires étrangers ne cherchent plus seulement une réponse écrite à l'ultimatum. Ils interprètent un geste. Les acteurs économiques ajustent leurs anticipations.
Certaines entreprises minières suspendent des opérations non essentielles dans l'attente de clarification. D'autres enclenchent des consultations juridiques. Les marchés régionaux réagissent prudemment, intégrant un risque politique désormais visible. Les répliques internes ne tardent pas. Les administrations locales renforcent leur coordination autour des infrastructures critiques. Les ministères économiques élaborent des scénarios de continuité anticipant des retards de financement et des tensions sur les importations. Chaque service agit dans son périmètre, sans vision complète, mais avec une conscience accrue de l'enjeu. L'État se découvre en situation de stress opérationnel réel. Dans la rue, les perceptions divergent. Certains commerçants redoutent une instabilité prolongée. D'autres voient dans ces gestes une reprise de contrôle longtemps attendue. Les conversations changent de registre. On ne parle plus seulement de prix ou d'emploi, mais de dignité, de marge de manœuvre et de capacité à dire non. Le récit national commence à se transformer avant même toute décision finale formalisée. Ce qui frappe dans cette séquence, c'est la vitesse. En moins de 24 heures, une exigence comptable produit une reconfiguration opérationnelle, politique et symbolique. La crise n'est plus théorique, elle est au vécu. À ce stade, une chose est claire, le choix n'attend plus. Il agit déjà et ses effets précèdent l'annonce officielle. Avant l'intervention de l'État, l'or burkinabé suivait le marché mondial sans influencer directement la décision politique. Après la reprise du contrôle des sites, il devient un indicateur avancé de souveraineté. Cette bascule se lie dans des deltas précis qui permettent de mesurer la crise autrement que par les discours. Premier signal, le cours de l'or progresse de 3,7% en 24 heures après l'annonce de la sécurisation des sites. Autrement dit, le marché anticipe une raréfaction temporaire de l'offre liée au contrôle étatique renforcé. Ce mouvement révèle que l'action engagée sous Ibrahim Traoré n'est pas perçue comme marginale, mais comme un choc potentiel sur la chaîne de production. L'or, valeur refuge mondiale, réagit lorsque l'incertitude politique touche directement l'extraction. Le Burkina Faso cesse d'apparaître comme un simple point d'origine. Il redevient un acteur identifiable dans la formation du risque. Deuxième repère, le risque de contraction du PIB est estimé à 3,2% en cas de rupture prolongée avec les créanciers. Autrement dit, la suspension ou le ralentissement des financements externes pèserait sur les investissements, les importations et certains projets publics essentiels. Ce chiffre ne prédit pas un effondrement général. Il fixe une borne basse du coût économique immédiat, concentré sur les secteurs dépendants des flux internationaux. Il rappelle que la souveraineté a un prix mesurable à court terme. Pour Ibrahim Traoré, cette estimation ne tranche pas le dilemme. Elle en encadre les limites. Refuser n'est pas gratuit, mais accepter déplace la contrainte sans la supprimer. Troisième indicateur, les recettes fiscales augmentent de 6% au premier trimestre suivant l'intervention. Autrement dit, la réorientation partielle des flux internes améliore la captation nationale des revenus miniers. Ce delta apparaît souvent en décalage avec les risques annoncés. Il montre pourtant un effet immédiat sur les finances publiques, avant même toute renégociation contractuelle d'ampleur. Le gain ne compense pas l'ensemble des menaces externes, mais il révèle une capacité d'absorption interne. L'État récupère une part de valeur qui lui échappait sans attendre un nouvel accord global. Pris isolément, ces chiffres semblent contradictoires. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. Le marché mondial intègre un risque d'offre, l'économie nationale encaisse un choc potentiel ciblé et les finances publiques gagnent en marge de manœuvre. La décision ne supprime pas la dépendance. Elle la reconfigure en rendant visibles des coûts auparavant diffus.
Ce triptyque quantitatif révèle une réalité opérationnelle rarement assumée. La souveraineté ne se lie pas dans un indicateur unique. Elle se mesure dans la tension entre pertes immédiates et capacités retrouvées. Ibrahim Traoré n'utilise pas ces chiffres comme un verdict, mais comme une boussole. Il n'annonce ni succès certain, ni échec programmé. Il montre autre chose, plus rare. Un État accepte d'exposer ses coûts pour tester ses leviers réels. À ce stade, la question n'est plus de savoir si la stratégie est risquée, elle l'est. La question devient plus précise. Ces deltas marquent-ils un pic transitoire ou le début d'un nouvel équilibre durable? Le débat qui entoure la décision se structure rapidement en deux thèses solides, chacune appuyée sur une logique cohérente. Les ignorer affaiblirait l'analyse. La première thèse, dite pragmatique, insiste sur le risque d'isolement financier. Selon ses défenseurs, rompre avec les créanciers internationaux expose le Burkina Faso à une contraction durable des financements, à la suspension de projets structurants et à une défiance prolongée des investisseurs. Il rappelle que, dans un système économique mondialisé, l'accès au crédit conditionne la stabilité budgétaire. Des précédents sont invoqués. Des pays ayant défié l'ordre financier ont connu pénurie, inflation et récession. Dans cette lecture, préserver les relations existantes, même coûteuses, serait un moindre mal pour éviter une spirale négative difficile à enrayer à court terme. La seconde thèse, plus radicale, part d'un constat inverse. Elle soutient que la dépendance financière constitue précisément la cause structurelle du sous-développement. Pour ses partisans, accepter l'ultimatum revient à figer un modèle où les ressources stratégiques financent comme des intérêts extérieurs, sans effet durable sur l'économie locale. La dette n'est pas perçue comme un outil de stabilisation, mais comme un mécanisme de contrôle. Refuser dans cette perspective permettrait de reprendre l'initiative et de créer un précédent politique pour d'autres pays du Sahel confrontés à des contraintes similaires. La réponse ne consiste pas à invalider l'une par l'autre, mais à les mettre en tension avec les données observées. Les chiffres montrent que le choc n'est ni inexistant ni total. Le risque de contraction du PIB existe, mais il est circonscrit à certains canaux. En parallèle, l'augmentation des recettes fiscales et la reprise partielle du contrôle sur la production aurifère indiquent une capacité d'ajustement interne. La réalité ne confirme ni l'effondrement annoncé, ni la souveraineté instantanée promise. Ce face-à-face révèle surtout une zone intermédiaire souvent négligée. La décision ne supprime pas la dépendance, mais elle en modifie les termes. Elle transforme une contrainte subie en rapport de force explicite. Le débat cesse alors d'être idéologique pour devenir opérationnel. Quel coût accepte-t-on maintenant pour quelle marge demain et avec quels instruments pour tenir dans la durée? Au cœur de la crise, ce n'est ni un discours, ni un communiqué qui fait basculer la lecture, mais une image diffusée sans commentaire. Elle montre un drapeau burkinabé hissé sur une installation aurifère désormais sécurisée. Le cadrage est simple, presque brut, mais l'effet est immédiat. L'ultimatum cesse d'être une abstraction financière. Il devient un fait politique visible, lisible, partagé. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque un tournant stratégique. Jusqu'ici, la décision restait enfermée dans des cercles institutionnels et des calculs économiques. L'image projette la crise dans l'espace régional et symbolique. Elle ne dit pas nous refusons, elle affirme nous contrôlons. La nuance est décisive. Elle transforme une posture défensive en démonstration de capacité sans verbalisation excessive. Ce basculement modifie les attentes de tous les acteurs. Les partenaires étrangers n'attendent plus seulement une réponse écrite, ils interprètent un geste.
Les acteurs internes comprennent que le retour en arrière devient politiquement coûteux. La souveraineté cesse d'être une option théorique pour devenir une direction assumée, même incomplète, même risquée. À partir de là, la décision n'est plus seulement à venir, elle est déjà partiellement exécutée. La suite ne portera plus sur le choix initial, mais sur la cohérence entre ce qui est montré et ce qui sera tenu. Le symbole est devenu acte, et l'acte appelle des conséquences concrètes, mesurables, impossibles à différer. Les conséquences de la décision ne restent pas abstraites, elles se distribuent différemment selon les acteurs, révélant des gains partiels, des tensions nouvelles et des arbitrages durables. Ce déploiement inégal permet de mesurer la portée réelle du choix engagé sous Ibrahim Traoré au-delà du symbole. Pour l'État, l'effet est d'abord institutionnel. La reprise du contrôle opérationnel sur les sites aurifères renforce la capacité de pilotage stratégique, mais accroît aussi les responsabilités. Les administrations financières doivent absorber des flux plus importants, tandis que les ministères régaliens coordonnent sécurité, fiscalité et diplomatie. Cette visibilité accrue expose davantage le pays aux pressions extérieures. Chaque décision devient testée en temps réel et l'erreur coûte plus cher. En contrepartie, l'État gagne une marge de manœuvre politique qui n'existait pas auparavant, en transformant un rapport de dépendance implicite en rapport de force explicite. Pour les entreprises, l'environnement change de texture. Les multinationales minières ralentissent leurs engagements, suspendent certaines extensions et demandent des clarifications contractuelles. L'incertitude juridique pèse sur les calendriers d'investissement. À l'inverse, des acteurs régionaux et asiatiques explorent et des partenariats jugés plus équilibrés, misant sur une redistribution différente de la valeur. Les entreprises locales, notamment les sous-traitants, bénéficient d'un accès élargi à la chaîne de valeur, mais doivent de composer avec une volatilité accrue. Le risque augmente tout comme les marges potentielles. L'économie privée entre ainsi dans une phase d'ajustement, ni euphorique ni paralysée. Pour les citoyens, l'impact est immédiat et contrasté. Dans les zones minières, la sécurisation des sites crée des emplois directs et indirects, renforçant temporairement l'activité locale. Ailleurs, l'inflation importée et les tensions logistiques pèsent sur les ménages, en particulier les plus vulnérables. Le pouvoir d'achat devient un point de friction. Pourtant, le débat public se déplace. Les conversations quotidiennes intègrent désormais des notions de souveraineté, de dette et de ressources. Le coût de la décision est ressenti, mais il est aussi interprété comme un investissement politique collectif dont les bénéfices restent incertains et différés. Pour la région et les partenaires, la décision agit comme un signal stratégique. L'axe informel entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger gagne en cohérence, offrant un cadre de solidarité sécuritaire et économique. Les partenaires occidentaux adoptent une posture prudente, mêlant inquiétude et dialogue conditionnel. De nouveaux équilibres émergent sans garantie de stabilité immédiate. La région du Sahel devient un espace d'expérimentation géopolitique observé de près où chaque geste est scruté et interprété. Pris ensemble, ces effets dessinent une réalité nuancée. La décision ne produit ni miracle ni effondrement. Elle redistribue les cartes, crée des gagnants temporaires et expose des fragilités persistantes. Ce qui change fondamentalement, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, c'est la nature du débat. Il ne porte plus sur la possibilité d'agir, mais sur la capacité à assumer les conséquences dans la durée. À l'horizon, des 6 à 12 prochains mois, la trajectoire reste ouverte. Il ne s'agit pas de prédire, mais de cadrer des chemins plausibles conditionnés par les arbitrages internes et les réponses externes. Trois scénarios permettent de lire les marges et les risques sans certitude excessive.
Scénario de base, ajustement sous contrainte. Le pays maintient sa ligne de souveraineté tout en composant avec des pressions financières persistantes. Les relations avec certains créanciers demeurent tendues, mais un dialogue minimal évite l'escalade. Les financements extérieurs se raréfient sans se tarir complètement. La croissance progresse lentement, portée par une meilleure captation des revenus miniers, sans compenser entièrement la réduction des flux internationaux. L'État priorise les dépenses essentielles, renforce la coordination administrative et accepte une trajectoire de stabilisation prudente. Si cette voie des ATA tient, la contrainte devient gérable, au prix d'une vigilance permanente et d'arbitrage répété. Scénario optimiste. Reconfiguration régionale. La décision initiale déclenche un effet d'entraînement. Les coopérations avec les pays voisins s'intensifient, sécurisant les flux commerciaux et certaines infrastructures critiques. De nouveaux partenariats émergent progressivement avec des termes jugés plus équilibrés permettant de lisser les chocs. Les recettes publiques gagnent en prévisibilité, la confiance interne se renforce et l'investissement ciblé reprend. Dans ce cadre, l'économie ne se découple pas du monde, mais diversifie ses appuis. Si cette dynamique se confirme, la souveraineté devient un levier d'attractivité conditionnelle plutôt qu'un facteur d'isolement. Scénario pessimiste, crête étroite, les tensions s'aggravent, les restrictions financières se durcissent, l'accès aux marchés internationaux se complique et l'investissement privé ralentit fortement. Les chaînes d'approvisionnement subissent des à-coups, l'inflation pèse davantage sur les ménages et la cohésion sociale est mise à l'épreuve. L'État gère l'urgence plus que la transformation avec des marges budgétaires limitées. La souveraineté est préservée sur le principe, mais au prix d'une résilience économique sollicitée en continu. Ces sept scénarios partagent un point commun. Aucun ne permet l'immobilisme. La variable déterminante n'est pas la réaction extérieure seule, mais la capacité interne à apprendre, ajuster et prioriser. La recommandation de lecture est simple. Ne pas confondre trajectoire et verdict. Les prochains mois diront moins si le choix était juste que s'il a été suivi avec cohérence, méthode et constance. Au-delà des indicateurs macroéconomiques, la décision se traduit par des ajustements concrets dans la vie quotidienne. Elle touche des trajectoires individuelles, parfois discrètes, mais révélatrices des arbitrages en cours. C'est à ce niveau que le choix cesse d'être abstrait pour devenir une expérience partagée, avec des effets différenciés selon les groupes. Pour les agents du secteur public, la période ouvre une zone d'incertitude mêlée de responsabilités. Les enseignants, les soignants et les agents administratifs perçoivent le signal politique, mais mesurent aussi les contraintes budgétaires potentielles. Les priorités sont plus visibles, les marges plus étroites. Le sentiment dominant n'est ni l'enthousiasme ni la peur, mais une vigilance accrue quant à l'usage des ressources publiques et à la cohérence des décisions. Pour les ménages des quartiers populaires, l'impact est plus immédiat. Les tensions sur certains prix et les perturbations logistiques pèsent sur le quotidien. Pourtant, un déplacement du discours s'opère. Les conversations ne se limitent plus aux difficultés immédiates. Elles intègrent des notions de dépendance, de ressources et de choix collectifs. La décision est vécue comme un effort assumé par le pays, même si ses bénéfices restent lointains et incertains. Pour les jeunes et les entrepreneurs locaux, la période agit comme un révélateur. Certains identifient une fenêtre d'opportunité dans un environnement moins dominé par les acteurs extérieurs. D'autres hésitent, conscients de la volatilité et des risques. L'initiative progresse, mais elle se heurte à des contraintes réelles de financement, de débouchés et de stabilité réglementaire. L'élan existe sans garantie. Ces groupes ne vivent pas la décision de la même manière. Ce qui les relie, en revanche, c'est un changement de rapport à l'avenir.
L'incertitude n'est plus seulement subie, elle devient un paramètre à intégrer, à négocier, à gérer. À ce stade, l'enjeu dépasse les chiffres. Il touche à la capacité d'une société à transformer une contrainte politique en projet collectif sans promesse excessive ni renoncement silencieux. À ce stade, transformer une décision de rupture en trajectoire durable exige une exécution méthodique. Le symbole a ouvert l'espace politique. L'ingénierie doit désormais tenir la durée. La feuille de route ne promet pas un succès rapide, mais une capacité à mesurer, corriger et ajuster sous contrainte. D'abord, l'État consolide le contrôle des sites aurifères et lance des audits ciblés des contrats existants. L'objectif n'est pas une rupture généralisée, mais la clarification des droits, des obligations et des retours effectifs pour le pays. Cette phase établit une base factuelle indispensable avant toute renégociation crédible. Ensuite, une structure de supervision indépendante est mise en place pour suivre les flux, limiter les fuites et améliorer la transparence. Les revenus récupérés sont fléchés vers des usages identifiables afin de renforcer la crédibilité interne et externe. Le contrôle opérationnel se transforme ainsi en contrôle institutionnel, puis réduire la dépendance à l'or devient prioritaire. Des investissements ciblés dans l'agriculture, les infrastructures et les services essentiels sont encouragés en privilégiant des partenariats régionaux. L'objectif est d'élargir l'assiette économique sans créer de nouvelles vulnérabilités financières. Après cela, des mécanismes d'amortissement sont renforcés pour les populations les plus exposées aux ajustements économiques. Éducation, emploi local et filets sociaux deviennent des variables de stabilité, non des coûts secondaires. Enfin, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays multiplie les canaux de dialogue sans revenir sur le principe de souveraineté. La négociation remplace l'ultimatum, la diversification remplace l'alignement exclusif. Cette feuille de route n'élimine pas les risques. Elle les organise pour tenir lorsque la pression retombera. Le moment décisif ne se mesure pas toujours à l'instant du choix, mais à ce qu'il révèle durablement. Dans la salle de réunion évoquée plus tôt, les voix qui s'opposaient ont laissé une empreinte. L'économiste parlait de continuité, la juriste de clause dormante, le responsable sécuritaire de contrôle des lieux. Ces lignes de force ne se sont pas effacées. Elles se sont recomposées à mesure que la décision prenait corps. Avec le recul, l'option portée par Ibrahim Traoré apparaît moins comme un geste isolé que comme un point d'alignement. Les arguments techniques, juridiques et opérationnels entendus ce jour-là convergent désormais vers une exigence unique, tenir la cohérence entre le discours et l'action. La souveraineté ne se proclame pas. Elle s'exerce souvent au prix de tensions internes assumées et d'arbitrages imparfaits. Chaque audit lancé, chaque site sécurisé, chaque négociation engagée prolonge ce premier moment de doute collectif. Le symbole n'a de valeur que s'il est suivi d'efforts concrets répétés, parfois ingrats. C'est là que se joue la crédibilité, loin des images et des annonces. Choisir, c'est porter les conséquences. Cette phrase, entendue à huis clos, résume l'état d'esprit. Elle ne promet ni victoire rapide, ni reconnaissance immédiate. Elle affirme une direction. Au-delà des chiffres et des scénarios, ce choix laisse une trace émotionnelle durable. Il rappelle que la dignité nationale se construit dans la durée par des décisions assumées et des compromis tenus. Reste une interrogation, discrète mais persistante. Combien de temps une société peut-elle soutenir cette cohérence sans renoncer à l'essentiel? Cette histoire ne se referme pas avec une décision, ni même avec ses premières conséquences visibles. Elle s'inscrit dans une séquence plus large où chaque société est confrontée à la même interrogation fondamentale.
Jusqu'où accepter la contrainte pour préserver une marge de choix collective? Le Burkina Faso n'apporte pas une réponse universelle, mais un cas concret, lisible, qui oblige à regarder autrement les liens entre ressources, dettes et pouvoir. Ce récit n'invite pas à prendre parti, mais à comprendre les mécanismes à l'œuvre. Comment une exigence financière se transforme-t-elle en test politique? À quel moment un symbole devient-il une responsabilité durable? Et surtout, comment juger une trajectoire avant d'en connaître les résultats à long terme, sans céder ni à l'enthousiasme immédiat, ni au rejet réflexe? Ramwayur choix porté sous Ibrahim Traoré rappelle que la souveraineté n'est jamais abstraite. Elle se paie, se négocie, s'ajuste, souvent dans l'incertitude. Elle exige de la cohérence plus que des slogans, de la constance plus que des annonces spectaculaires. Si ce récit vous a éclairé, il mérite d'être discuté, confronté à d'autres lectures, enrichi par des points de vue divergents. La compréhension collective précède souvent les décisions plus lucides. Alors, face à des arbitrages qui engagent l'avenir d'un pays, quels critères devraient, selon vous, primer avant tout? La stabilité immédiate, la capacité d'adaptation ou la cohérence sur le long terme?